Ok, bonjour à tous. Bonjour Olivier, bonjour Sophie. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la CPTS puisqu'on lance aujourd'hui notre projet OPA. OPA pour optimisation pharmaceutique du patient âgé, accompagné par l'Omedit. Alors, qu'est-ce que c'est que ces RCP OPA? Donc RCP pour Réunion de conciliation pluriprofessionnelle. Eh ben, je vais vous dérouler tout ça. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? De ces fameux RCP OPA, d'abord dans leur contexte, quels sont leurs objectifs et par quelle méthode on va mettre ça en place. Euh, Nous avons déjà des indicateurs de réussite du projet OPA. Je vais vous partager ces chiffres qui m'ont été donnés par l'Omedit, puisque déjà plusieurs équipes se sont lancées dans le projet et ça va permettre de se réconcilier avec cette conciliation qui n'est pas si compliquée que ça et qui ne va pas engendrer tant de changements que ça, je vous rassure. Pour les pharmaciens, déjà, je vous rassure, on va pas tout enlever les médicaments, on va pouvoir en laisser. Et pareil, les médecins, on va pas vous révolutionner vos ordonnances. Et on va enchaîner sur ce que la CPTS et l'Omedit ont mis en place pour déployer ce projet. Alors, tout d'abord, quelques chiffres. Je ne sais pas si vous savez, mais la iatrogénie médicamenteuse, c'est 10 000 morts par an. C'est comme la grippe et c'est 3 fois plus mortel en fait que la conduite automobile. C'est responsable de 100 000 hospitalisations, donc un peu comme la grippe. Et la moitié de ces hospitalisations seraient évitables. Pareil, là, ce sont des chiffres de l'Omedit. Ce qui en fait un sujet majeur de santé publique. Alors, effectivement, on va pouvoir peut-être un jour espérer avoir des courriers de la Sécu demandant à ce que le patient fasse une RCP. Ça serait génial, un peu comme les bons grippes, mais on n'y est pas encore. C'est à nous de travailler. Alors, en janvier 2020, l'Omedit a défini le cadre organisationnel et méthodologique de ces fameuses RCP OPA, et on va vous les présenter. Alors déjà, c'est quoi l'objectif? C'est tout d'abord de diminuer la iatrogénie. Alors oui, Olivier, je vois que tu as une question. Alors, tu as levé les mains. Dis-moi en plus. Quelle est ta question? Allez, je te permets de parler. J'avais pas activé. Est-ce que vous avez activé vos micros? Ah, Olivier, je pense que tu peux parler. Je t'écoute. Tu m'entends là ou pas? Ouais. Oh yes! Yes, Cool! c'est cool. Tu es enregistré, hein, Olivier? Bah, je dis pas de bêtises en règle générale. Non, jamais, jamais. Bon, ok, merci, pardon, excuse-moi pour t'avoir interrompu. T'en Voilà. prie. Bon. Tu avais peut-être Non, non, je un merdouillais avec mon micro, c'est tout. Ok, très bien. Euh, oui, j'ai oublié de préciser que j'étais accompagnée de Sophie Achille-Fauveau, la coordinatrice de la CPTS, Ok, qui est mon binôme hein, sur ce sujet. ça marche. Alors, donc oui, j'en étais sur les fameux objectifs de CRCP-OPA. Donc le tout premier, c'est la pertinence, c'est la qualité des soins, c'est faire un petit pas de côté et d'optimiser tout ça et se dire, peut-être qu'avec ça, je peux faire de la prévention de ce fameux risque iatrogénique qu'on a vu tout à l'heure. C'est un peu répondre à la question, est-ce que je fais courir un risque à mon patient? Bon, grosso modo, c'est non, hein, mais voilà, si oui, parce que ça arrive avec les médicaments, on ne peut pas nier qu'il n'y a pas un risque, c'est est-il justifié et est-il maîtrisable? Bon, c'est un peu extrême, mais si je prends le parallèle avec le risque en lien avec la conduite automobile, c'est de se dire, moi, en tant que conducteur, est-ce que je maîtrise mon véhicule? Est-ce que j'ai les bons réflexes de conduite? Et suis-je toujours à jour de mon code de la route?
parce qu'il y a pas mal d'évolutions quand même. Et nos voitures, elles évoluent pas mal. Donc c'est un peu ça. Ça fait 12 ans que je suis pharmacien. Est-ce que le médicament que je donne à Madame Tartampion, et je le maîtrise bien, est-ce que je suis en capacité de dire au patient si sa prise de sang qu'il fait tous les mois, elle est pertinente pour suivre les effets de ce médicament? Il en va de même du médecin et de l'infirmier, bien sûr. Le deuxième objectif, hein, c'est que il faut qu'on s'organise un petit peu. C'est de formaliser cette coopération entre le pharmacien, le médecin et l'infirmier. On a tous notre avis ou notre vision du traitement du patient, et c'est qu'on s'accorde un petit peu. Moi, je sais que tel médicament, il faut tel suivi. C'est de s'assurer que avec le médecin, on est sur la même longueur d'onde et que l'infirmière, finalement, elle a la bonne ordonnance pour faire la bonne prise de sang. Donc tout ça, autant le formaliser par un plan personnalisé de soins. On a déjà entendu parler de ça en cancérologie, bah c'est la même chose. C'est aussi une sorte de plan stratégique de la prise en charge de la pharmacothérapeutique du patient. Alors nous, en officine, on connaît déjà ça, la gestion de projet. Demain, je me lançais dans un projet d'une nouvelle gamme cosméto. Eh ben, j'étudie les choses et je fais un plan. Je me dis, bah, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ça réussisse? Donc, grosso modo, c'est ça. C'est donner la possibilité aux professionnels de santé d'utiliser des méthodes éprouvées de management de la prise en charge ou de la gestion de projet avec des outils de gestion de projet. C'est, pour reprendre le parallèle avec ma voiture, j'évalue ma conduite automobile avec l'aide de mon copilote, je vois ce que je peux faire de mieux avec lui, je mets des corrections en place et je refais le point avec mon copilote, voir si les corrections ont été efficaces. Alors, la convention qu'on a signée en décembre 2022 avec l'Omédit, ah ouais, ça date un petit peu, elle nous permet quoi? Elle nous permet d'animer le projet. Bah, elle nous permet aujourd'hui d'avoir des chiffres et de vous présenter cette méthode. Euh, Grâce à ça, on va pouvoir former des équipes. Quand je dis des équipes, c'est-à-dire des trinômes, pharmaciens, médecins et infirmiers autour d'un dossier patient. On a aussi accès à des vidéos, des affiches, tout un package de marketing. On a un financement. Ce financement permettra d'aider à l'indemnisation de l'ensemble des professionnels de santé qui participeront à ces réunions de concertation autour des dossiers patients. Mais on a aussi des indicateurs. Comme on l'a dit, notre pharmacothérapie, on va l'évaluer, voir si le projet qu'on a mis en place pour le patient est efficace. Et ben nous aussi, sur ce projet ou pas, on va vérifier ensemble que ce projet est pertinent. Alors, on va étudier trois types d'indicateurs au cours de cette ERCP et de ce projet. Tout d'abord, des indicateurs de structure. C'est un peu se dire, bah, quel dossier on va ausculter. Qu'est-ce qui fait que je me suis tournée sur ce dossier et pas un autre? On va faire aussi des indicateurs de pertinence avant RCP. Parce que c'est bien de voir où on est arrivé, mais on peut le voir que en faisant un point zéro. Bah, c'est ça, c'est le point zéro, c'est-à-dire que on fait déjà des choses bien, et ben on va déjà le valoriser et voir après si on a été meilleur. Et là, c'est l'indicateur d'impact. Donc ces éléments-là, ils vont être à compléter tout au long des RCP pour faire remonter à l'Omédit et valoriser nos efforts. Donc, on valorise les efforts que font les équipes autour de CRCP et ça permet aussi de valoriser, d'optimiser la thérapeutique du patient pour son avenir pharmaceutique. Alors, comment ça se passe en méthode? Il y a 6 étapes. Bon, ça va du choix du dossier. C'est un peu évident. Il faut bien qu'on tranche et qu'on dise, bah tiens, je vais m'occuper du dossier de Madame Michu et pas de Monsieur Tartampion. Une fois qu'on a choisi à plusieurs ce dossier, eh ben, il faut le consentement du patient. On ne va pas faire ça dans son dos. Vient un temps important, c'est l'analyse pharmaceutique. Grosso modo, c'est le pharmacien qui bosse le plus, pour faire simple. Après avoir récupéré l'ensemble du dossier patient par support numérique sécurisé, le pharmacien va analyser l'ensemble de la thérapeutique et faire effectivement des préconisations.
ces préconisations vont être partagées en présentiel lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire. Et là, l'infirmier a tout son rôle, puisque grâce à son regard au quotidien avec le patient, il sera en capacité de dire si les doutes qu'on a sur une tolérance sont avérés ou si au contraire des doutes sont à lever et on peut y aller, on peut poursuivre la prise en charge. Une fois que le plan, le suivi du plan, une fois que le plan personnalisé de soins est élaboré à la suite de cette RCP en présentiel, le médecin traitant va lui présenter lors d'une consultation ce projet auprès du patient. Peut-être qu'il apportera des nuances, mais l'idée c'est ça, c'est que on tape la main avec le corps médical et avec le patient en disant bah voilà, aujourd'hui on est comme ça. Demain, on veut aller là, et voilà ce qu'on va mettre en place pour que ça aille jusque-là. Et pendant toute l'année, eh ben, on va suivre ce plan personnalisé. Et rien n'empêche, 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, de se dire, bah voilà, Madame Michu, on lui a fait un plan personnalisé. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et la réévaluation, elle sera finalement constante. Et c'est ça qui est génial, c'est que ces RCP ou pas, elles ne sont pas uniques. C'est vraiment une nouvelle vision de l'accompagnement du patient en management de projet. Bon, bah ça c'était les méthodes. Maintenant, bah, je vais vous donner quelques éléments valorisant les efforts déjà menés par d'autres équipes. Donc depuis 2020, 80 professionnels se sont déjà penchés sur RCP. Alors, vous voyez que le logo de la CPTS est déjà mis. Ben oui, parce que grâce à la pharmacie réelle et à la pharmacie Léger-Gauthier, il y a déjà quelques RCP qui ont été faits dans un cadre de patients en structure. La plupart des professionnels que l'on peut voir ici sont surtout en structure. Alors, on a arrêté les compteurs en mars 2023. En mars 2023, on a compté 134 dossiers qui ont été vus en 54 réunions. Donc 54 temps, 134 dossiers, ce qui fait une moyenne de 2-3 dossiers, j'ai oublié un S, par réunion. En moyenne, le pharmacien, avant cette réunion, il consacre 1h30 au dossier. Bon, je le dis vraiment franchement, c'est beaucoup plus. Mais bon, plus on en fait, plus on gagne en compétences et mieux c'est. Le temps d'analyse à 3 autour du dossier, c'est 30 minutes par patient. Donc c'est pas grand-chose parce qu'en fait, on va à l'essentiel. On va pas embêter par une revue complète du dossier. On va vraiment voir ce qui nous embête. Alors, tous les chiffres qui vont suivre ont été partagés par l'Omédit et le docteur Durel qui ont piloté en fait ces RCPOPA pour le compte de l'Omédit dans le cadre de la commission gériatrique. Alors, on va déjà voir un petit peu les indicateurs structure qui nous indiquent un peu le type de dossiers qui sont analysés. Alors, le motif du choix. Donc, en nombre de dossiers, la grande majorité des dossiers ont été vus parce que il y avait un risque iatrogénique identifié ou supposé. Après, on retrouve la polypathologie. Il va de soi qu'un roman fleuve, on se dit, il y a quelque chose à faire. Après, 2 types de dossiers ont été vus, bah, les troubles de la déglutition et l'admission. L'admission, c'est-à-dire que c'est pour les patients qui sont en structure, c'est le fait d'avoir un nouveau patient, et ben on se dit on va peut-être savoir où est-ce qu'on va aller avec lui. Et puis trouble de la déglutition, cette pathologie est un facteur de risque de iatrogénie et surtout qu'il faut revoir la galénique. La majorité des cas, dans 2 tiers des cas, ce sont les pharmaciens qui sont à l'origine du choix du dossier. Alors, les indicateurs de pertinence avant RCP. Là, on a évalué ce qu'on faisait déjà sur ces dossiers. Alors, il y a 3 éléments, les médicaments anticholinergiques, les antipsychotiques, les antiparkinsoniens. C'était se dire, est-ce que avant la RCP, le médecin était déjà en capacité ou mettait déjà en place des analyses de pertinence de ces médicaments-là?
On voit que les chiffres sont plutôt bons, puisque beaucoup de dossiers, la majorité des dossiers avaient déjà été évalués sous le prisme de est-ce que l'anticholinergique ou l'antipsychotique ou l'antiparkinsonien était adapté. Un élément important qu'on voit, c'est sur l'échelle de la douleur. Là, c'était la question, est-ce que quand vous prescrivez un antalgique, vous mettez en place une échelle de la douleur? Uniquement 20% des dossiers étaient déjà associés à une échelle de la douleur. On est tous sensibles au risque du Doliprane et là, c'est flagrant. Est-ce que dans nos patients au quotidien, un médecin qui prescrit du Doliprane, est-ce qu'il s'assure que l'infirmière au domicile va mettre en place une échelle de la douleur? Si oui, laquelle? Et est-ce qu'elle est bien suivie? On voit aussi un fait important, c'est que 55% des dossiers, on avait un problème d'indication. C'est-à-dire qu'il y avait des médicaments qui étaient sur l'ordonnance, mais on ne savait même plus pourquoi. 50% aussi des patients n'avaient pas de prescription vitaminique, donc pas de supplémentation en vitamine D. À savoir, est-ce qu'il y avait un risque ou pas, ça c'est à discuter. Mais c'est des chiffres importants. Les IPP, 45% des prescriptions d'IPP étaient justifiées. Ça fait beaucoup d'IPP non justifiés. Donc voilà, ces chiffres nous montrent qu'on a quand même pas mal de progression sur différents items. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, les résultats. Là, je tiens à rassurer nos amis médecins et pharmaciens. Le premier indicateur d'impact que j'aimerais vous partager, c'est le nombre de médicaments avant RCP et après RCP. En moyenne, les ordonnances qui ont été vues n'avaient que 11 médicaments et après une RCP, c'était descendu à 10. Donc, je vous rassure, mes chers amis médecins, on a juste supprimé une ligne en moyenne. C'est pas énorme. Par contre, on peut voir, ah, Olivier, tu as levé la main? Oui, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais. Là, tu me parles de combien il y a eu de start en fait? Parce que là, tu parles de l'effet stop, hein, on est d'accord, on a Ouais. enlevé. Est-ce que tu as Oui. peut-être un autre slide où on voit un effet Effectivement, start? je vais te partager après Bon, les pardon, événements j'arrive. start, hein. Ça marche. Ouais, mais comme tu peux le voir sur la slide d'avant, j'ai parlé finalement de la vitamine D. Mais on aurait pu effectivement parler des vaccins, mais tu vas voir, je vais partager deux, trois choses là-dessus. Enfin, deux, trois choses. Une chose, un chiffre sur les ajouts de traitement. Alors, avant de parler justement de qu'est-ce qu'on a fait, ajout, enlevé et tout ça, on a fait 134 dossiers et au total, on a compté 715 interventions pharmaceutiques. Donc, ce qui fait une moyenne 5 interventions pharmaceutiques par ordonnance. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Grosso modo, ça voudrait dire une intervention toutes les deux lignes? Peut-être. On va voir ça après. Et on va définir ce qu'est une intervention pharmaceutique. Dans 75% des cas, le plan de médication partagé a été intégré au dossier médical. Moi, je comprends pas pourquoi on n'est pas à 100%, mais voilà. Est-ce que suite au rendez-vous avec le patient, est-ce qu'il y a une adhésion ou pas du patient? Ça, c'est un chiffre que je n'ai pas. J'ai quand même voulu vous partager ce chiffre-là parce que je m'interroge, c'est plus par rapport au médecin. Euh, Peut-être que ça sera un item à suivre. Pourquoi finalement ce plan de médication qui a été fait n'est pas 100% partagé au dossier médical? Ah, voilà ce que tu voulais, Olivier. Donc, effectivement, il y a eu des arrêts. Là, c'est les indicateurs d'impact thérapeutique avec les motifs d'intervention pharmaceutique. Donc, comme tu peux le voir, il y a 20% d'arrêts, mais il y a eu 15% d'ajouts. Alors, dans les ajouts, qu'est-ce qu'on a? On a principalement les vitamines D ou les bisphosphonates ou Aclasta. Mais surtout les vaccins. Il y a eu un gros travail de fait sur la promotion de la vaccination pneumocoque dans les résidents en structure, mais aussi chez tous les patients avec des facteurs de fragilité, diabète, asthme, BPCO. On a aussi 2% d'augmentation de dose. Dans quelques cas, effectivement, le médecin avait sous-dosé le traitement et il n'était pas justifié de rester à ces dosages aussi bas.
Bon, 13% de diminution de dose, ça va de soi, on s'en doute, hein, on va chercher la dose minimale efficace. 5% de modification d'administration. Parce qu'effectivement, une intervention pharmaceutique, c'est aussi de se dire, bah tiens, le cardégique, pourquoi Madame Michu, on veut absolument qu'elle le prenne le midi tout seul en sachet. Proposons un Résitune le matin. Et comme ça, on est sûr qu'elle va pas l'oublier. C'est des petites choses comme ça. Alors, l'item suivi, 45%, c'est la plus grosse des interventions. C'est de se dire, en fait, mon médecin, il me fait un bilan bio, il me fait ma NFS, mais est-ce qu'il me fait mon iono? Est-ce que quand je suis insuffisant cardiaque, il me fait bien ma ferritine? C'est ça en fait le suivi. C'est est-ce que on a bien fait un bilan chute? Est-ce que on a fait un bilan cognitif? Est-ce que on a évalué la déglutition, pardon. Donc c'est ça. On a quelque chose de très quantitatif, hein, diminution, augmentation, arrêt, ajout, mais on a aussi tout un travail quali sur l'ordonnance et ça c'est super intéressant. Je crois que c'est un élément que moi j'aimerais qu'on suive un peu plus sur le suivi, quelle était la nature des suivis mis en place et surtout bah, ce suivi à un an, est-ce qu'il a été pertinent, est-ce qu'il a permis d'enlever un risque iatrogène, d'en prévenir un et même est-ce que ce suivi a permis d'évaluer la pertinence de notre traitement. Donc ça, c'est vraiment un truc super intéressant. Et je tiens à rassurer les médecins et les pharmaciens, vous voyez, on n'a pas enlevé des lits, on n'a pas révolutionné la prescription, mais on s'est topé dans la main, médecins, infirmiers et pharmaciens sur, OK, tel médicament, il y a tel risque, comment je le suis? Bon, alors, la conclusion, ben, c'est qu'on a optimisé les traitements, puisque en moyenne, on a 5 interventions pharmaceutiques par dossier, et toujours en lien avec ce trinôme hein, médical, pharmaceutique et soignant. On a réduit la polymédication. Une ligne, c'est important. C'est toujours ça. Et puis, c'est surtout un modèle de coopération qui permet aux médecins d'être actifs sur le traitement du patient en concertation intelligente avec ses confrères. Donc, il y a aussi un élément subjectif, c'est cette amélioration des pratiques a vraiment favorisé l'interconnaissance. Il y a vraiment un taux de satisfaction des équipes pluripro. 9 sur 10, 9 équipes sur 10 sont ultra satisfaites de ces RCP. Et je le partage à titre personnel. J'ai trouvé ça formidable de comprendre comment le médecin construit son ordonnance, comment il voit la clinique du patient. Et j'ai trouvé formidable aussi, moi, de me remettre en question sur mes connaissances pharmaceutiques et comment les mettre au service du médecin. Et ça, c'est plus que génial. Je sais pas toi, Olivier, comment tu les as vécus, mais je pense que tu peux partager ce sentiment. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la CPTS et l'Omédit? Donc, on a une aide financière. On va avoir une formation des équipes. On va vous aider à vous coordonner et on va vous aider à recruter. Alors, comment? Eh ben, l'Omédit nous a mis à disposition ce petit clip vidéo. Alors, c'est parti. Ça va pas durer longtemps, mais c'est parlant. Bonjour Martignac, bonjour Isabelle. Ça va? Oui, et vous? Ça va, merci. J'ai reçu les analyses de sang hier. D'accord, je vais regarder. Oui, effectivement, je vois que c'est bas, hein, vos résultats. Vous prenez bien tous vos médicaments? Oui, oui, je fais bien attention, j'ai tout pris. Oui, effectivement, vous avez tout pris. Écoutez, je pense qu'il faudrait peut-être envisager de réévaluer votre traitement. On pourrait peut-être téléphoner à votre médecin si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr. Oui, bonjour docteur, je suis l'infirmière de Madame Tignac.
Bonjour, Monsieur Perche. Bonjour, je viens pour le renouvellement de mon ordonnance. Très bien, tout va bien dans mon traitement? Bah, depuis que j'ai ce nouveau médicament, bah, je me sens fatigué. Et ça se traduit comment au quotidien? Ça ne va pas. Ça peut venir de vos médicaments. Je vous propose d'appeler votre médecin pour les réévaluer. Réévaluer, mais qu'est-ce que ça veut dire? Réévaluer, c'est s'assurer que vos traitements sont adaptés, qu'ils sont toujours nécessaires et efficaces. Bonjour, c'est le docteur Istanbuli, je suis le médecin coordinateur de l'EHPAD. Bonjour Mourad, vous allez bien? C'est Xavier, le pharmacien. Ah, salut Xavier. Je vous appelle pour le dossier de Madame Villard qui vient d'arriver à l'EHPAD du Muguet et je suis sur son dossier médical actuellement. J'aimerais bien qu'on s'occupe de la réévaluation de ces traitements ensemble. Pas de problème, je prépare son bilan médicamenteux et je te fais une première analyse. Eh bien super. On en parle avec les infirmiers, son médecin traitant, à la prochaine RCP peut-être. Ok, la metformine avec une seule dose de matin. On va peut-être. C'est la bonne fin en ce moment. Ouais, justement, on va faire un dosage. C'est combien la fonction rénale? Efficacité, tolérance, adhésion. Parce que la situation clinique des patients évolue, un traitement doit être régulièrement réévalué. Les professionnels de santé collaborent ensemble et avec le patient pour concevoir et assurer le suivi du plan de médication partagé. Pour un meilleur résultat thérapeutique, pour prévenir la iatrogénie médicamenteuse au service de la qualité de vie et de l'autonomie du patient. Une culture partagée et un travail d'équipe tout au long du parcours de soins et avec l'aide des outils numériques. Vous êtes professionnel de santé? Retrouvez les outils, les méthodes, les formations interprofessionnelles et les projets en région sur les sites des Omédit. Voilà, donc après la vidéo que vous pouvez demander à recevoir et à diffuser, on a aussi toute cette campagne d'affichage que je trouve plutôt rigolote et pertinente. Euh, le coût du smartphone à jour, ça c'est pas mal. Je pense que la plupart des gens sont en capacité de vous dire si leur smartphone est à jour, si la révision de la voiture a bien été faite, mais sur le traitement, ça c'est une autre affaire. Donc pareil, des supports visuels que vous allez pouvoir afficher donc pour les pharmaciens dans leur point de vente et chez les médecins dans l'espace d'attente. Euh, mais il n'y a pas que ces affichages. Il y a aussi pour rassurer le pharmacien, rassurer le médecin, parce qu'effectivement, les premières fois, ça fait un peu peur. On se dit, mais comment je vais faire? Est-ce que ça vaut toujours le coup? Parce que moi, mes connaissances, elles sont loin. Eh ben oui, ça vaut le coup et on vous accompagne. Dès la semaine prochaine, non, la semaine d'après, pardon, dans 15 jours, le 25 janvier, un premier module de formation sur les outils et les méthodes. Donc je l'ai déjà fait et franchement, vous allez voir, c'est ultra simple. Il y a plusieurs outils et plusieurs méthodes et chaque pharmacien peut s'approprier le sien. Après, il faut se lancer. C'est ce qu'il y a de mieux. En février, on se retrouve sur un module IPP, inhibiteur pompe à protons. On a vu que beaucoup de patients avaient des inhibiteurs de la pompe à protons sans indication. Donc, on va voir pourquoi on suit sous la loupe ces IPP, pourquoi on les aime pas trop et pourquoi il faut qu'on soit pertinent là-dessus. HTA, l'hypertension artérielle, bah oui, nos sujets âgés, ils ont plus les mêmes objectifs qu'un patient à 50 ans. Voilà, 50 ans, j'ai un traitement, 65 ans, j'en ai peut-être un autre. Les statines, et oui, les statines, c'est peut-être pas automatique toute la vie, mais des fois, oui, c'est automatique, mais il y a des choses à suivre. Le patient âgé polymédiqué. Alors oui, on aurait pu commencer par ça, mais à un moment, il faut aussi vous donner des munitions pour commencer tout de suite. Donc, on a fait le choix de mettre au mois de mai le patient âgé polymédiqué pour voir un petit peu ses subtilités.
Et en dernier, au mois de juin, on va voir les antidépresseurs. C'est une classe médicamenteuse qui est quand même largement prescrite, qui aujourd'hui on a beaucoup de recul et on sait comment accompagner au mieux une prescription d'antidépresseurs chez le sujet âgé. Alors, où est-ce que ça se passe? C'est à l'espace entreprise à Combourg. C'est de 13h à 15h et le temps est indemnisé. Donc, on est à 70 € de l'heure de participation, que vous soyez infirmier, pharmacien ou médecin. Alors, si vous êtes pharmacien assistant, assurez-vous que votre titulaire vous laisse du temps ou il faut qu'on soit sur un accord d'entreprise. On verra ça en off. Et du coup, moi j'ai une question. En voiture, Simone? Est-ce que vous venez avec moi? Est-ce que vous embarquez à bord de mon super fourgon Volkswagen RCP ou pas? Moi, j'ai envie de vous challenger tous sur une RCP par mois à partir de mi-février, c'est-à-dire 2 dossiers par mois, en composant un trinôme pharmacien, médecin, infirmière autour d'un patient. Donc ceux qui veulent nous rejoindre dans cette belle aventure qui n'est pas la traversée d'un désert, hein, c'est vraiment un truc super sympa. Ce qui va suivre dans la semaine, c'est un Google Form d'inscription pour les formations et pour les mois à venir sur vos engagements en RCP. Parce que l'idée, c'est ça, c'est que un médecin ou un pharmacien se dise, bah ouais, moi je me sens bien là au mois de mars de vous en faire une. Ok, et comme ça, on pourra revenir vers vous et vous aider à constituer le trinôme autour du dossier patient. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention. Olivier, merci pour ta participation. Ce document sera disponible en replay sur le site de Pharmactive, n'importe quoi, sur le site de la CPTS. Mais si vous souhaitez l'avoir pour le donner à des confrères, on vous le transmettra. Merci à tous. Je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis, Merci Audrey. bah, je t'en prie, Olivier. Merci à tous. Bonne soirée. Bisous, ciao. Au revoir.